Bienvenue à cette émission de spiritualité. Je suis en studio avec Marie-Josée Roux. Marie-Josée Roux, j'ai un problème. Ah, un autre? Ben, mais vas-y, je suis... J'en avais à l'autre émission, tu l'as réglé. J'en ai un autre. Je suis là, Gérard. Ne t'en fais pas. Dans le temps, j'ai peut-être changé depuis. Encore? J'étais un mauvais médiateur. Ah bon? J'ai jamais pu mettre ensemble des gens qui étaient en contradiction. Il y en a qui sont des médiateurs nés. Je trouve ça extraordinaire. J'ai déjà essayé, c'est une catastrophe. Ah oui? Je prenais le parti de l'un ou de l'autre. J'avais de la misère à les mettre ensemble d'accord. Et je pense que ça vient de mon problème personnel. Ah bon? Je suis pas en accord avec moi-même. Comment être en accord avec les autres? En d'autres mots, est-ce que c'est facile de vérifier si je suis en harmonie avec moi-même? Pour moi, l'une des façons de le savoir, c'est est-ce que j'ai de l'aisance à mettre ensemble des gens qui, pour toutes sortes de raisons, s'opposent? Est-ce que c'est un bon critère, une bonne manière de savoir jusqu'à quel point je suis en harmonie avec moi-même? C'est difficile de savoir. Exact. Si je suis en harmonie, si je suis une bonne compagnie pour moi-même, si j'aime me fréquenter. Ma manière de le savoir, c'est de voir est-ce que je suis capable d'aider des gens à devenir ensemble en harmonie. Est-ce que c'est un bon moyen? C'est une belle mission que tu as rassemblée, mais dans les limites de... Est-ce que c'est un indicateur de ta sécurité intérieure ou bien c'est pas un indicateur des compétences que tu acquiers par rapport à toute ton analyse ou ta façon de concevoir les relations humaines? Ça, c'est une autre histoire, tu comprends? Est-ce que, en principe, une personne qui est en harmonie avec elle-même devrait être un bon médiateur, mais il y a des gens qui s'entendront jamais, qui sont des personnalités opposées. Parfois, elles sont opposées parce que trop pareilles, puis ça tient pas ensemble. Puis parfois, elles sont opposées parce qu'elles sont dans des contradictions. Exactement. Il y a une mission impossible. Mais quand il y a des missions possibles, moi, j'admire des gens qui sont capables de semer l'harmonie. Il y a des gens, peu importe où ils sont, peu importe l'environnement, ils mettent des tensions partout. C'est peut-être pas mon cas, mais d'autres, juste par leur présence, ça quand apaise, les gens les amènent à se regarder sans trop se graffiner. Alors, c'est parce qu'ils sont en harmonie avec eux-mêmes. Possible. Comment possible? C'est possible que ce soit oui, c'est ça. Mais moi, je vais plus du côté de j'admire. Ton verbe que je retiens dans ta phrase, c'est j'admire. Donc, il y a chez toi une espèce un intérêt, sinon une fascination, sinon tu donnes de l'importance aux personnes qui créent l'unanimité ou la facilité ou les personnes que leur relation humaine coule. Merci. Bon, ben c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui est nourri, qui est éveillé à cette espèce de confort social que certaines personnes semblent avoir. Mais là encore, c'est facile à l'extérieur de juger du confort ou de l'inconfort d'une personne puis de sa facilité relationnelle, mais tout ce qu'il faut être et faire pour être bien partout avec tous, ben là ça, c'est des compétences. Je vois des prêtres, là, des évêques, là. C'est pas possible comment ils sont des gens de consensus. L'unanimité. Ouais. Presque sans parole, ils savent mettre les gens ensemble. Il y a des points de vue tellement divergents. Ils sont capables, eux, par un petit mot de rien, arriver. Alors, je me dis, ils ont une harmonie profonde avec eux-mêmes. Peut-être. Mais peut-être? Ben parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Si, par exemple, toi, je pense que tu as le charisme
d'éveilleur de conscience. Tu as plus un charisme d'indignation, souvent, les gens te disent que tu es comme un prophète. De provocation, t'as oui, tu es plus du genre à secouer les punaises des gens endormis. Il y en a d'autres qui sont du genre à les endormir. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais là, on pousse la caricature pour exprimer ou pour essayer d'imager deux personnes complètement différentes. Marie-Josée, je veux que tu me dises que j'ai un problème. Non, je te dirais pas ça. Parce que tu peux pas être à la fois un homme, par exemple, éveilleur de conscience ou qui secoue les punaises des gens, qui est un peu provocateur de changement, de conscience, et un homme qui crée l'unanimité, qui est diplomate, qui est doux, qui s'adapte facilement. Tu comprends? Tu peux pas dans la même personne tenir les deux. Puis j'ai rapidement, quand j'ai commencé à te côtoyer, compris quelque chose. Les gens s'attendaient à ce que tu les écoutes beaucoup. Puis il y en avait qui étaient surpris puis qui venaient me voir en disant « Il m'a pas compris, il m'a pas écouté ». Moi, je pense que tu es plus un homme de parole, en tout cas, au début de ta vie, quand tu étais en plein dans l'enseignement, dans l'évangélisation, tu étais plus un homme de parole qu'un homme d'écoute. On ne peut pas tenir ensemble les deux rôles simultanément. C'est plutôt difficile. Merci, Marie-Josée. On a, par exemple, une espèce d'appel, de charisme, de parole qui presque exclut presque le fait d'être un bon agent écoutant et vice-versa. Marie, je t'écoute. Écoute-moi. Non, mais dans le sens où il y a des qualités qui nous attirent parfois, qui suscitent en nous l'admiration parce que justement, on ne se sent pas du tout à l'aise ou confortable. Oui, confortable. On est en admiration parce qu'on se rend compte à quel point on est différent. Puis ça, c'est pas mauvais, c'est très bien. Que l'autre ait la chance que tu peux peut-être te dire, j'ai la chance au moins d'être capable de reconnaître un trait qui est totalement opposé au mien, puis tendre à être de plus en plus... Parce que je me rappelle d'avoir dit, alors que j'avais 55 ans, moi, je suis pas fait pour écouter. T'étais pas un bon écouteur. Si tu veux mon avis, là, à 50 ans, t'écoutais pas beaucoup. Tu parlais beaucoup, c'était ton charisme. Moi, je te le reconnais, mais c'était très difficile pour toi, l'écoute. Mais on peut pas être un homme de parole puis un homme d'écoute en même temps. Rapidement, j'ai compris ça, puis ça m'a permis d'être très à l'aise avec toi. Parce que j'attendais pas de toi que tu m'écoutes, j'attendais que tu me parles, que tu m'enseignes. Puis c'est ça ce que la plupart des gens te demandent. Mais l'erreur, c'est de penser que parce que tu parles bien, tu écoutes bien. Ça, c'est une erreur. Mais là, je suis en train de changer. Là. Exactement. Là. Parce que tu es resté animé de l'appel de l'écoute, je pense. Oui. Tu as essayé de développer ça. Et ce qu'il y a de beau, plus je vieillis, moi, j'ai de l'oreille pour écouter. Puis plus que t'es sollicité. Mais je suis à l'aise à tous les discours. Je peux pas faire répéter 4 fois la même chose. Ouais. Comme l'autre jour, j'ai dit oui sans savoir qu'est-ce que l'autre avait dit, oui. Et là, je me disais, je ferais donc un bon mari. J'attendais la réaction du petit féministe. Mais il me semble que parfois, on développe des qualités qui excluent, par exemple, un bon leader n'est pas nécessairement un bon suiveur. On comprend-tu? C'est normal. C'est ce qu'on lui demande, son rôle, c'est probablement dans ses qualités qu'on lui reconnaît aussi. On ne lui demande pas de suivre la masse. On lui demande de se démarquer pour faire le chemin. Puis faire le chemin, ça demande des qualités puis des compétences qu'un suiveur, un deuxième, un quatrième, n'a pas et ne veut pas développer.
Et puis, tout le monde est bien dans son rôle, finalement, parce que chacun a les qualités puis les compétences et développe les qualités puis les compétences qui vont avec le rôle où il se sent bien. Le jour où le rôle devient inconfortable, tu l'as dit, un jour, j'ai eu envie d'apprendre à écouter et je pense que tu l'as fait. Bien là, c'est parce que tu t'es dit, je parle, qu'en est-il de mon écoute? Tu as été éveillé, sensible, tu as souhaité développer ça et tu l'as fait. Parce que pour moi, être ensemble, c'est l'idéal. Mm-hmm. Mais j'ai toujours été un peu aussi marginal, puis je me demandais pourquoi. Oui. Alors là, tu viens de m'éclairer. C'était une émission très agréable. On peut passer maintenant à d'autres choses. Non, on va pas simplement prendre... C'est pas possible comment ce sont deux missions différentes. Exactement. Et une n'est pas, à mon sens, prioritaire sur l'autre pour que tu puisses développer tout ton charisme de parole. Il fallait que tu sois moins sensible à l'écoute. Puis là, ben, ton charisme de parole, tu as moins de tribune, je dirais. Ben là, tu restes plus attentif à l'écoute. Je dis pas que tu n'étais pas écoutant dans ce moment-là, mais tu discriminais beaucoup les personnes que tu écoutais puis les choses qui... Je t'écoute, j'avais fait un mauvais père de famille. Ben, non. Moi, non. Je m'oppose. Je te dis... C'est encore? Oui. Aujourd'hui, tu peux dire... C'est parce que tu n'as pas été dans la circonstance qui t'a permis de développer tes compétences parentales de père. Moi, c'est comme ça que je vois ton rôle. Si tu avais été père, tu aurais fait comme tous les pères, puis tu aurais appris au jour le jour à développer les compétences qui te permettaient d'être le meilleur père possible selon tes valeurs, tes priorités, tes critères, puis les enfants que tu aurais eus, t'auraient enseigné par leurs compétences, j'aurais souhaité bonne chance. J'aurais marié une femme du oui. Oui, mais elle aurait eu un jour à s'affirmer et puis là, tu aurais été dérouté, ça aurait créé des inconforts, puis vous auriez ajusté le pouvoir. Je l'aurais formé. Il me semble que c'est ça qui fait la beauté d'un couple quand même. Exact. Mais je dis souvent, quand on est amoureux, on écoute l'autre. Oui. Parle, je t'écoute. Oui. Hein? Oui. Mais après 10 ans de mariage, c'est écoute, je te parle. Exactement. C'est un inversement assez paradoxal, mais un peu normal. Mais c'est pas possible. Comment... Moi, je crois qu'on devient de plus en plus ce que l'on est fondamentalement, oui, mais aussi à partir de ce que notre entourage crée comme besoin. Ce que les autres autour de nous, la situation, les événements, le contexte socio-politique, économique. C'est dans la culture. Je n'ai pas imaginé que mon père aurait écouté. C'est ça. Ça aurait été impensable. S'il avait écouté, on l'aurait ramené en psychiatrie. Mm-hmm. Mon père n'a jamais écouté. Mm-hmm. On l'a pris jeune, puis on s'est habitué à ne pas lui demander. Mais s'il avait écouté toutes ses sensibilités puis ses inquiétudes, ça aurait été un être extrêmement anxieux, qui aurait été non fonctionnel, puis qui n'aurait pas pu monter les entreprises puis réaliser ce qu'il fallait pour faire vivre la trollée d'enfants qu'il y a eu, puis prendre les décisions qui s'imposaient. Ton père était-il écoutant? Non. Et puis, ça m'amène... on va certainement parler de la réparation. Mon père n'écoutait pas beaucoup parce qu'il était absent. Mais tu sais qu'être absent... Ah ben là, c'est une bonne raison. Ben oui, ben voilà. Je dois avouer, tu viens pas de trouver la trouvaille du siècle. Non, mon père était absent, il n'écoutait pas. Ben non, c'est ça. Mais quand il était présent... Quand il était présent, il était très occupé à toutes sortes de choses parce que lui, il n'avait pas beaucoup de temps personnel. Tu comprends? Puis il fallait que dans le temps personnel qu'il gardait pour lui, il fasse tout. Se ressourcer, se reposer, manger, se cultiver, faire du loisir, visiter la famille, répondre à tous ses engagements sociaux. Il était un aîné de famille.
Donc, il y avait des fêtes, il y avait des coups de main à donner ici, là, pour le voisin, la voisine. Et je trouve ça beau quand on demandait des explications. Pourquoi tu demandes ça? Parce que c'est ça. Je trouve ça extraordinaire comme raison. Oui. Mais il n'y avait pas le temps d'expliquer trop. Non. Mais il coupait un peu court aux explications. C'est ça parce que c'est comme ça. Alors, je suis en studio avec Marie-Josée Héroux. Marie-Josée, l'harmonie avec soi-même, est-ce que c'est possible que ça arrive à un certain niveau de perfectionnement, d'achèvement, qu'on soit toujours et partout en profonde harmonie avec nous-mêmes? Si on l'est, on est capable de s'adapter partout, peu importe, avec les enfants, avec les handicapés. Quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même, l'est facilement avec tous les autres, mais est-ce que c'est pas un rêve? On passe à mon avis, par toutes sortes de phases avant d'arriver à l'harmonie qui est consciente. Puis là-dedans, j'inclurais toutes les phases où il y a des mécanismes de défense du genre déni, du genre aussi répression de certaines émotions, du genre contrôle aussi. Parce que tu vois, l'harmonie, c'est être comme, pour moi, c'est être comme en équilibre, un certain équilibre. Mais tu comprends que des événements qui nous mettent en déséquilibre, on en a constamment dans nos vies. Un revers financier, une perte d'emploi, un enfant qui nous crée des inquiétudes, une situation sociopolitique qui nous embête. Il y a toutes sortes d'événements chaque jour où notre harmonie est à revisiter. Mais on utilise toutes sortes de moyens, ce que Freud appelait les mécanismes de défense, puis surtout, je dirais, le déni. C'est facile d'être en harmonie avec son quotidien quand on nie être dérangé par tout ce qui nous contrarie. Ça s'appelle le déni. J'ai une contrariété de santé, j'ai une contrariété parce que j'arrive pas financièrement, j'ai une contrariété parce que mon conjoint, ma conjointe est malade. Bon, mais plutôt que de assumer d'une façon plus ou moins sereine, puis me laisser déséquilibrer dans ma façon d'évaluer les événements, bien là, je nie l'impact qu'ils ont sur moi, ces événements-là. Tu comprends? Je suis très bien en harmonie, en apparence. Je vis tout à fait bien le moment présent parce que je ne réalise pas ou je ne veux pas mesurer l'angoisse, la peur, l'inconfort, le changement de cap qui est en train de s'effectuer dans ma vie parce que je perds, parce que je vis des situations qui sont plus ou moins
difficiles. Je vis des pertes de relations, soit pour toutes sortes de raisons, qui créent chez moi des impacts émotifs, psychologiques, intellectuels. Et même physiques. Même physiques. Moi, je connais des gens qui tombent toujours comme les chats sur leurs quatre pattes. T'as beau les envoyer d'une branche très haute, bon. Ils vont, peu importe ce qui arrive, ils vont tomber sur leurs pieds. Ces gens-là ont une facilité je dirais, à relativiser les catastrophes. Bon, ça en est une autre façon de ne pas vivre en harmonie. Rationaliser. Oui, mais quand on t'enlève une jambe, on t'en laisse une autre quand même. Et voilà! Ça, c'est un bel exemple. Oui, le problème. C'est un bel exemple. Là, j'accueille pas l'émotion. Je la passe par le fil de mon intelligence, puis je trouve une belle explication tout à fait logique et scientifique. Et, bon, ça peut faire un moment. Une explication rationnelle qui vient me conforter, me réconforter, puis qui permet d'amoindrir, mais c'est un apprentissage. Je pense un jour, De Gaulle rentrait à Paris et avec Yvonne et un coup de fusil dans la voiture. Ça a été l'émoi général. Yvonne fait ouvrir le coffre. Elle regarde, elle avait acheté des poulets. Elle dit, il n'y a pas de plomb dedans. On peut continuer le chemin. Quand on a chanté le Tédéum à Notre-Dame de Paris, lors de la victoire, il y a eu des coups de feu. De Gaulle n'a pas bronzé. Moi, là, je trouve ça beau quand une oreille te part puis tu continues ta méditation. Bien, en fait, si on pense d'un point de vue de foi, on peut dire qu'on a, à chaque instant de notre vie, la grâce du moment. Bon, une fois cela étant dit, tous ces mécanismes qui font partie de nous sont importants. Il y a beaucoup de psy qui démonisent, je dirais, qui rendent mauvais le fait d'utiliser des moyens sans... Ça, c'est tout à fait... Souvent, c'est très inconscient. On a des préférés, d'ailleurs. Moi, personnellement, j'ai mes modes, mes mécanismes de défense pour me protéger contre l'anxiété, contre l'angoisse, contre la dépression. J'en ai des préférés que j'utilise à plus ou moins consciemment pour protéger mon affect, pour protéger mes réactions, pour éviter à mon environnement de subir, à mes relations, aux gens proches de moi, de subir tout ce que je vis. Un. Puis deux, pour me protéger aussi mon cerveau, ma psychologie, ma santé mentale, ma santé physique. Bon, les mécanismes de défense au départ, là, ils nous protègent contre la folie, contre des excès qui seraient démesurés, déséquilibrés, puis déséquilibrants, soit pour nous, soit pour nos proches, mais surtout pour nous. Marie-Josée. Ils sont très importants. Le problème, c'est quand ils sont multipliés par 1000. Là, ça devient une tendance ou bien une maladie. Quand je nie de façon systématique tout ce qui m'arrive, puis que j'en fais, par exemple, une protection ultime, bien là, j'ai une protection pour moi, mais j'ai une protection contre tout. Et quand on regarde, je ne vis pas ma vie, je ne vis pas l'instant présent. Ça vient de l'éducation. Quand l'enfant est repris à temps puis à contre-temps, avec des réprimandes un peu sévères, il est évident que petit à petit, il en arrive à perdre l'harmonie intérieure. Quand ce qu'il pense, quand ce qu'il dit, quand ce qu'il fait, c'est jamais correct. Oui, c'est vrai. Ou bien non, quand tu as eu des responsabilités excessives. C'est aussi méchant de croire, de croire qu'il est parfait, qu'il va pouvoir mettre... Oui, quand il n'est jamais contrarié, il faut mettre des limites, cadrer. Il y a eu toute l'époque du Dr Spock où on interdisait l'interdit. Ben là, ça a fait des gens qui ont été invivables, imbuvables en société parce qu'ils ne connaissaient pas les codes de vie en société. Ça, c'est important de savoir que pour être accueilli dans un groupe, il faut être accueillable. Fait que il y a certaines aptitudes sociales qu'il faut développer. C'est pas possible comment
il y a là un équilibre. Exact. C'est... Reprendre jusqu'où, mais surtout oui. quand. Oui. Il y a des enfants qui font rien de bien, Oui. d'autres, c'est toujours parfait ce qu'ils font. Exactement. On arrive au même résultat. Oui. Ça, c'est une question de relecture souvent aussi, parce que tu peux faire avec sensiblement la même éducation un résultat complètement différent, dépendamment là où l'individu, la personne, moi éventuellement, là où je porte mon attention. Donc, le parent, il éduque ses enfants sensiblement pareil, de façon assez semblable pour l'un comme pour l'autre, mais toute la lecture, le décodage que va faire l'individu, l'enfant, l'homme, la femme, le jeune, de ce qu'il a reçu comme éducation, là, ça peut partir dans toutes les directions. On a couvé les mêmes œufs. Exactement. Puis en sortant, l'un s'en va vers le lac, l'autre s'en va vers les branches. Puis l'autre vers la montagne. C'est pas possible. Comment c'est déroutant. Il y a toutes sortes venant de facteurs. Des mêmes parents. Exact. Mais il y a tout le matériel génétique qui est pour une part. Il y a tout le matériel culturel reçu. Il y a toute l'éducation. Puis il y a tout ce qu'on en fait ensuite. Fait que là, la multiplicité de ce que tu deviens, les événements qui s'ajoutent, qui sont plus ou moins, qui viennent confirmer certaines tendances, qui viennent en détruire d'autres. Et ça suppose que les parents ont une certaine indifférence. Je donne toujours ça comme exemple. Le forgeron qui tapait sur une feuille de métal, qu'est-ce que tu fais? Bon, si ça fend, ça fera une fourche. Si ça fend pas, ça fera une pelle. Être capable d'être ouvert à toutes les éventualités. Ouais, mais je reviens à l'éducation première quand même, qui a le plus de chances d'être en harmonie. C'est de confirmer l'enfant. Oui. Peu importe son âge, il a besoin d'être confirmé. Et je vois même des personnes très, très âgées qui sont contrariées. J'aime beaucoup ce que Mary Delval disait, une prière, c'était un secrétaire d'État au début du 20e siècle, adorable serviteur du Vatican. Seigneur, fais que je sois contrarié et que je trouve du bonheur à être contrarié. De toute façon, la vie, c'est faite de contrariétés. Vous me demandez ça au Seigneur, ma petite fille, tu y penses-tu? Non. Seigneur, non, que je sois heureux d'être contrarié. C'est ça. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je viens dans une petite communauté, là, puis je pense que je m'en viens bon. Mais c'est... On va mettre les restes dans tel récipient. Ah oui. Alors, je me prépare à ça. Quelqu'un dit non, ça ne marche pas, c'est dans un autre. Et de penser que j'ai à sourire devant le récipient. Oh, Marie-Josée, c'est entre nous. C'est entre nous, là, mais je me trouve bon. Et mon Dieu, il y a quelques années, j'aurais mis l'oreille dans le récipient de l'autre. Mais j'ai trouvé ça admirable, cette prière, que je sois contrarié. On voit dans des couples des contrarieux. Ah oui, il y a des couples qui fonctionnent sur le mode de la contradiction. Les jours rallongent. Non, c'est les nuits qui raccourcissent. Je trouve ça très beau. On a le même langage, mais au moins, ça rallonge un peu la conversation. Mais ça, on a ça très jeune. Non. Exactement. Bien, justement, quand on est un parent, qu'on est au fait un peu de tout... puis je trouve très bien, maintenant, on fournit aux parents une espèce de document qui s'appelle, ici au Québec, là, ça s'appelle « Mieux vivre avec son enfant ». Ça explique un peu le développement normal d'un enfant, pour pas qu'on pense que nos enfants sont des extraterrestres, puis quand ils attrapent certaines phases qui sont pratiquement systématiques, qui sont comme consécutives, puis qui viennent les unes après les autres, bien, l'enfant finit par être pas un étranger, mais tout à fait dans la norme, dans la tendance, puis il répond simplement à des besoins, justement, de grandir. Mais on trouve ça à 80 ans, ma petite. Eh oui, c'est ça. Grand-mère, est-ce qu'on va en ville? Oh non. Est-ce qu'on reste? Oh non. Est-ce qu'on mange? Oh non. Je trouve ça... Il y a certaines phases qui sont plus très difficiles à traverser.
Mon Dieu. Je Ou pense que qui je m'en vais là. reviennent de façon cyclique. Attendons, reposons-nous un peu. Marie-Josée, quand quelqu'un découvre qu'il n'est pas tout à fait en harmonie avec lui-même, c'est là que c'est vrai. Quand quelqu'un est vraiment en harmonie avec lui-même, il ne le remarque même pas. Il n'en a même pas conscience. C'est comme la santé. C'est la santé, c'est le silence dans les organes. Alors, on peut être en harmonie profonde sans même s'en rendre compte. Exactement. Mais un rien peut venir troubler un petit peu cette inconscience-là. Bien, tous les événements. On peut être très, très en harmonie avec soi-même. Enfin, le plus possible. C'est jamais parfait. Mais justement, comme tu dis, on s'en rendra pas compte. Un peu comme le bonheur aussi. Qu'est-ce que c'est le bonheur? C'est quelque chose dont on s'en rend pas tellement compte au jour le jour. Comme Jacques Prévert, j'étais heureux quand il m'a quitté. Oublie qu'il a fait en me quittant. Ben voilà. Donc, l'harmonie avec soi-même, c'est un peu la même chose. On la mesure un peu, souvent, seulement, par les déséquilibres. C'est-à-dire qu'il m'arrive un coup dur, ma réaction m'indique si oui ou non, je vais retrouver une certaine harmonie, pas celle d'avant. Parce que quand j'ai un déséquilibre, un événement traumatique, une relation brisée ou boiteuse, une réparation dans une relation, ça ne revient pas au mode d'avant. Ça ajoute une espèce de ce qu'on appelle une expérience qui permet, de prendre confiance en soi que ça peut revenir, l'équilibre, même après le déséquilibre, après la tempête. 2, qui permet aussi de mesurer quelles sont les compétences que je dois acquérir pour être plus encore en harmonie avec moi-même. Parfois, j'ai besoin d'être plus... tout est possible. Je peux être plus centrée sur l'autre, plus centrée sur mes besoins, moins portée à dramatiser, nuancée. Mais je suppose que je découvre comment je suis en désharmonie avec moi-même. Je vois que peu importe où je vais, je ne suis pas une source de paix. Oui. Et je ne suis pas en paix avec moi-même. Comment on peut corriger ça? Est-ce que c'est là pour durer jusqu'à la fin? Souvent, un œil extérieur, c'est bon pour nous secouer un peu les puces. Puis à ce moment-là, quand je ne suis pas en harmonie avec moi-même, l'autre est toujours un peu suspect ou complice de mon malheur. Donc, ce qu'il me dit de moi, de ce qu'il voit, souvent, malheureusement, j'y porte peu d'intérêt ou d'attention, puis surtout peu de crédibilité. Donc, je reste dans le déséquilibre. On s'en sortira jamais, la petite. Voilà. À moins de constater par moi-même que j'ai un problème, que j'ai un sérieux problème, j'accueillerai pas que l'autre me dise
tu as un problème, souvent. Parce que j'arrive facilement à donner du crédit à l'autre quand il confirme ce que je pense de moi. Mais quand il me dit... Alors, s'il me dit « t'es pas bien » puis que je pense que je suis pas bien, j'ai 2 réactions possibles. Je vais dire « enfin, il y en a un qui me comprend » ou bien je vais dire « ah ben qui il est, lui, pour me remettre en question ». Tu comprends? Mais il y a des gens, il faut jamais les contrarier. Oui. On fait simplement augmenter... L'anxiété, augmenter la détresse. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, qu'est-ce que je fais si je suis avec une personne que je ne peux pas contrarier parce que je sais que je vais augmenter son anxiété? Je l'accueille telle qu'elle est. Je la contradis pas. Moi, en tout cas, je ne suis pas du genre à... Jusqu'au jour où cette personne-là va me dire « je suis inconfortable ». Bien là, je vais dire ce que la personne peut prendre selon mon jugement du moment. Tu comprends? Souvent, il y a des personnes à qui tu ne peux pas dire ce que tu vois parce que elles sont pas prêtes à l'entendre. Puis, de toute façon, elles ne se perçoivent pas comme on la décrit. Si je t'avais dit, en revenant à l'événement dont on parlait tout à l'heure, tu es un homme de parole, tu n'es pas un homme d'écoute. Si je t'avais dit à 50 ans, écoute-moi, je veux que tu m'écoutes vraiment, que tu prennes 15 minutes pour moi, est-ce que tu aurais été prêt à le faire? On le sait pas. Bon. Mais tu comprends que quand tu es dans un pli, dans un trait, tu n'es peut-être pas nécessairement en train de développer quelque chose d'autre qui ferait bien l'affaire de ton entourage. Marie-Josée, je vois des monstres partout. Je suis menacée partout. Dis-moi quelque chose. La paranoïa, là, c'est la chose la plus difficile à traiter. Parce que si on dit à quelqu'un qui voit du mauvais partout, tu as raison, on n'est pas en train de l'aider parce qu'on confirme son malaise. Et si on lui dit « tu n'as pas raison », là, elle dit « ah, un autre qui fait partie du complot ». Puis tu fais te voici comme un monstre. Et je deviens ce que paraît comme les autres. C'est-à-dire que je veux son malheur, je veux son mal, et puis je fais partie de la... La femme qui va voir le psychiatre, qui faisait ça comme ça avec son doigt et son pouce. Pourquoi vous faites ça avec votre majeur puis votre pouce? C'est pour chasser les éléphants. Mais il n'y a pas d'éléphants, madame. Justement, ça les chasse. Voilà. Oh, mon Dieu. Ben voilà, il y a des gens qu'il faut accueillir tels qu'ils sont. Parce que pour toutes sortes de raisons, ils sont comme dans l'incapacité de changer pour le moment. Par exemple, il y a des gens qui sont en extrême souffrance, qui vivent des crises. Oui, il faut les accompagner, il faut leur demander, il faut leur suggérer de consulter. Mais ceux qui sont fonctionnels, je dirais, là, ils sont très bien comme ils sont. Et puis, c'est difficile de les secouer puis de leur dire, ben tu te rends pas compte que tu es appelé à une vie beaucoup plus plénitude que celle que tu vis actuellement. Puis je pense que d'être en harmonie avec ces gens-là, c'est aussi aidant. Exactement. De se mettre en harmonie avec elles-mêmes. Ne pas les confronter puis leur demander d'être ailleurs que là où ils sont rendus actuellement. Mais ça demande une patience incroyable de toujours être en harmonie avec des gens qui nous tapent sur les nerfs normalement. C'est une grâce à demander au bon Dieu. Je pense que c'est un miracle. Oui, puis il y a des gens, oui, il y a des gens qui sont incapables d'empathie, qui sont tellement centrés sur eux, sur elles, qui ne sont pas capables de voir le trouble, la difficulté de... On les appelle les narcissiques, là. Ils sont centrés sur leurs besoins, sur leurs états d'âme, sur leurs émotions, sur leurs rêves, leurs projets. Et les autres sont comme des instruments utiles pour en arriver à leur fin. Ces gens-là, non, on ne peut pas être autre chose pour eux qu'un instrument d'écoute, de
de confirmation. Dès qu'on ébranle un peu ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, on est mis de côté. On ne sera plus dans le cercle. Ils n'arrivent pas, et c'est une incapacité vraiment réelle, ils n'arrivent pas à ressentir aucune empathie, aucun altruisme pour personne. Ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Et à l'opposé, il y a des gens qui sont si peu emplis avec qu'ils sont ce que les autres font. Exactement. Ils sont dans le regard des autres. Que veux-tu que je sois? Quand ils te rencontrent le matin, Exactement. comment vais-je? Oui. Alors, qu'est-ce que je fais avec? Ben, tu les invites à visiter leur intérieur, tu les accompagnes parce que souvent, ils ont peur. Hein? Ils ne sont pas sortis d'eux-mêmes pour des mauvaises raisons. Ils ont réussi à survivre à certains traumatismes, à une certaine détresse de cette façon-là. Les ramener là où ils ne veulent pas aller, ben il faut les accompagner. De dire, ta personnalité, c'est de ne pas en avoir. Oui, c'est t'ajuster. Est-ce que c'est pas brillant ce que je viens de dire là? C'est t'ajuster à celle des autres. Oui. Parce qu'ils ont été... ils ne savent même pas. Tu leur demanderais qui es-tu, quelles sont tes principales forces, compétences, qualités. Ils sont incapables. Ils vont dire, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Qu'est-ce que tu dis, toi? Une personnalité liquide, mais c'est terrible comment la cristalliser. C'est un problème, en tout cas, qui me dépasse. Je connais en tête, j'ai une fille de 35 ans qui est toujours sous le regard des autres. Quel est ce que les autres sont, veulent qu'elle soit. C'est donc pénible. Elle a appris à survivre de cette façon-là. Elle n'a aucune opinion par elle-même. Probablement, je ne sais pas de qui tu parles, mais bon, il y a des personnes qui sont complètement suradaptées à leur environnement. Elles deviennent ce que l'environnement a besoin qu'elles soient. Elles sont complètement déracinées. Elles n'ont aucune... aucune, c'est difficile. Mais elles ont peu de racines profondes. Dire « je mourrais pour cette cause », il n'y en a pas. Simone Veil disait, la philosophe d'origine juive, le plus grand besoin, il y a plusieurs urgents besoins, mais le plus méconnu besoin, c'est celui d'un enracinement. Quand tu n'es pas enraciné dans ton être, ou dans un milieu, ou dans un travail, c'est pas possible comment tu finis par être rien. Rien, c'est ça. Tu n'es que ce que les autres veulent que tu sois. Je me souviens d'un jeune qui voulait aller au Pérou. Je lui ai dit, est-ce que tu es bien? Où vis-tu? Il vivait à Québec. Il dit, on était deux pour l'évaluer. Et puis, il dit, moi, je suis bien partout. Je pense que je m'adapterais là-bas, je resterais là-bas, tout ça. On ne l'a pas choisi. Il avait les racines tellement peu profondes au Québec. Pour nous, il n'était pas assez clair dans sa personnalité. On n'a pas retenu sa candidature parce qu'il était trop... Je m'en fous, oui. Je ne sais pas trop qui je suis. C'était dangereux pour sa personnalité à notre évaluation, à nous, de l'envoyer au Pérou dans une culture complètement différente pour confronter qui tu es à quelque chose de complètement différent, puis de quelque chose d'un peu qui crée de l'anxiété, puis qui peut être... Il faut absolument être très au courant de qui on est. En somme, je vis en état de fusion permanente. Alors, étant en fusion, je ne peux rien recevoir des autres. Non. Et il n'y a aucun enrichissement. J'ai beau vivre jusqu'à la fin du monde, je ne serai pas plus avancé à la fin qu'au commencement, étant donné dans un état fusionnel. Lorsque on est dans cette situation jeune amoureux fusionnel, on ne peut pas recevoir de l'autre quelque chose. Pour recevoir, il faut que je sois différent, il faut que je sois distinct. Très vulnérable parce qu'on branle au vent. Tu viens de dire le mot quasiment de la fin, oui. La vulnérabilité, mais acceptée, reconnue. Oui.
lorsque l'on parle des personnes qui se reçoivent dans le regard de l'autre, qui vivent selon le regard de l'autre, ça me renvoie quand même à une scène évangélique assez particulière dans Matthieu 16. C'est dans la région de Césarée de Philippe. Jésus marchait avec les siens. Tout à coup, il leur pose la question, « Que dit-on du Fils de l'homme? » Alors, Élie, Jean-Baptiste ou quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que Jésus a senti le besoin de demander qu'est-ce que les gens pensent de moi? Quel est le regard qu'ils portent sur moi? Est-ce qu'il était en crise d'identité? On ne se crée pas seul. On se crée à partir du regard des autres aussi. Puis, on s'ajuste constamment par rapport à la perception que les autres ont de nous, puis dans le rôle qu'on est appelé à jouer. On se réajuste sans cesse dans la perception qu'on rend autant que dans ce qu'on veut rendre. Tu comprends? Il y a comme Un va-et-vient. être soi-même, oui. C'est se recevoir dans le regard de l'autre aussi. Mais j'ai envie de répondre à ma question. Vas-y. Pour toi, quel serait... Il s'en allait à Jérusalem peu à peu. Et je pense qu'il y a eu comme des espèces de doutes sur sa mission, sur son identité. Exact. Il y a des crises. Je trouve ça beau qu'il ait été comme rassuré par le regard de Pierre. Il me semble que même lui n'était pas toujours sûr de son identité de fils de Dieu. C'est quand même pas courant, cette identité-là. Et je pense qu'il avait besoin d'entendre Pierre dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». En somme, cette espèce de doute qu'il a traversé me rassure. Oui. En d'autres mots, c'était du vrai monde. Ben voilà. Puis c'était aussi pour permettre aux apôtres de s'exprimer. Il y avait besoin de se recevoir dans le regard de Pierre, dans le regard des siens. Oui. Et je trouve ça très beau. Quelle humilité. Il sentait comme une espèce de vulnérabilité. Je m'en vais. Est-ce que je suis vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que je suis un être à part? Et je pense qu'il y a eu une espèce de doute qui a traversé son âme. En fait, quand on va être au ciel, je vais y en reparler. Oui, c'est ça. J'entends dans le monde un prêtre qui a du bon sens. C'est ce que j'entends. Bon. Mais tu vois, l'harmonie rose bonbon, là, le miroir de l'âme, la vie sans vagues, sans tumulte, sans éclats, sans tempête, c'est pas l'équilibre. C'est pas comme ça qu'on peut parler de l'harmonie. L'harmonie, c'est d'être capable d'asseoir sa personnalité sur ce qu'on sait de nous, sur ce qu'on reçoit des autres. C'est un équilibre dans cet échange-là. Puis ce jour-là, il a eu besoin d'entendre. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Selon vous, je suis qui? Il me semble que... Il y a des crises identitaires qu'on traverse tout au long de notre vie qui font partie de l'équilibre. C'est jamais quelque chose d'acquis une fois pour toutes. Exactement. Il peut arriver qu'un coup de Dieu remette en question l'image que j'avais de moi-même. Tout l'équilibre. Mais je vais savoir qui je suis, je le dis souvent, juste quand mon docteur va dire « C'est demain que tu lèves les feux, mon bonhomme. » Je ne sais pas si tu vas le savoir exactement, dans le sens où il reste encore à apprendre la mort. Oui, mais ça, comme on dit, c'est un examen facile. Il n'y a personne qui échoue ça. On apprend ça sur le tas, comme dit Montaigne. Oui. Mais se connaître soi-même, ça va jusque comme équilibré, comme harmonisé et harmonisant, c'est quand même une belle grâce à demander aujourd'hui. Il y a tellement de tensions. Jadis, on est dans un monde très uniforme. Quand tu n'étais pas de bonne humeur contre la maîtresse, entre guillemets, tu en parlais à ta mère, elle disait la même chose. Quand c'était pas de ton goût, tu en disais au père, c'était la même chose. Quand c'était pas de ton goût, tu en disais au vicaire. Tu sais. Mais aujourd'hui, il y a toutes les réponses différentes. Oui. C'est difficile de savoir comment mettre de l'harmonie en soi, puis autour de soi, avec des gens qui sont d'opinions différentes sur tout.
Puis en même temps, il y a un sacré, permettez-moi l'expression, conformisme Exact. qui veut que on est d'accord pour pas être d'accord. Que ça fait partie de l'unanimité. Comme s'il fallait toujours qu'il y ait une remise en question ou que j'ajoute par ma personne quelque chose de différent, de contraire, oui. Mais... On vit dans un monde éclaté, mais il est tellement éclaté que finalement... que c'en est presque unanime. Ça, la norme, c'est d'être hors norme. Comme le changement. C'est tellement dans la culture que finalement, il n'y a rien qui change. Oui. Ça fait partie. Je termine ma petite boucle avec cette question. Marie-Josée, c'est une belle grâce à demander au bon Dieu d'être en harmonie avec soi-même pour pouvoir être en harmonie avec les autres. Les autres, la création. Pour pouvoir être des faiseurs d'unité, des faiseurs de paix. C'est pour moi, en tout cas, l'objet d'une grande prière. Et il me semble que tu vas être bien placé pour faire cette petite prière au bon Dieu, demandant que cette harmonie, il l'installe en nous. C'est une grâce pour pouvoir être un agent de la paix. Marie-Josée, le bon Dieu t'écoute et moi avec. Seigneur, tes enseignements nous appellent au bonheur. Être en harmonie, c'est-à-dire en lien amoureux, équilibré avec la nature, dans mon travail, avec mes enfants, avec les autres. C'est un appel de toute ta vie, surtout au sermon sur la montagne. Tu veux tellement nous apprendre à être heureux. Heureux dans la tempête, dans les contrariétés. Tu nous invites à marcher vers le bonheur. Crée en nous cet équilibre, cet espace pour être en harmonie avec nous-mêmes et nécessairement nous le serons avec les autres et la création. Par ton esprit, viens créer en nous l'harmonie comme tu l'as fait avec Et Esprit Saint, c'est justement ta grâce, ta mission. Entre le Père et le Fils, tu es l'amour, c'est toi qui unis. Comme nous disons souvent dans un chant à la messe, tout ce qui nous divise, l'Esprit l'a uni dans l'amour. Ô Esprit Saint, c'est à toi maintenant de terminer cette émission et de donner à nos frères et à nos sœurs aux écoutes le goût de te prier à leur tour. Toi seul à l'art, toi seul a le secret, et pour cela nous voulons te rendre grâce par Jésus-Christ, le Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Marie-Josée. Merci à toi. Merci Claude Saint-Pierre pour ton beau service. On se retrouve, si vous voulez bien, la semaine prochaine, ici, Gérard Marié. Merci.